Des rêves. Dans leur bagage. Vivre dans la montagne. Parler l'allemand. À tout de suite. Je veux étudier et faire un bon travail, c'est tout, je pense. Mon rêve, c'est d'avoir mon travail et de vivre en paix. Mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant en Suisse et aider des gens dans mon pays qui ont besoin d'études, qui n'ont pas d'opportunités. C'est mon rêve. Moi, c'est changer le monde. Changer le monde. Bravo pour ce magnifique projet. L'association Bain de Livre essaie, à sa mesure, de contribuer à la noblesse de ce rêve en travaillant à améliorer l'égalité des chances. Pour que l'égalité des chances ne soit pas juste un concept sur le papier, pour qu'il y ait plus de vrai dans cette idée. Pour cette réalisation, l'association s'est incarnée en une relayeuse de témoignages. Une poignée de collaborateurs de Bain de Livre avaient rendez-vous à Renan, dans le canton de Vaud, pour y rencontrer une dizaine de jeunes de 12 à 21 ans, cueillir des sons, des images aussi. Cela a duré 4 jours et c'était en été 2024. Les acteurs de ce podcast, vivant un parcours migratoire, ne jouent pas des rôles. Ils vivent en Suisse depuis peu. Ils participent à de nombreuses activités dans le cadre de l'association TRAM à Lausanne et dans sa région. TRAM, c'est témoignages et rencontres d'adolescents et adolescentes du monde en Suisse, et c'est une association portée par Noémie Mativa, enseignante et chef de projet. Moi, je rêverais d'une école qui encourage, qui vous porte, qui vous pousse, qui vous donne des chances, qui croit en vous, pour que vous croyez aussi en vous. Marissa Cornero, artiste plasticienne née au Chili, a participé aux ateliers durant l'été. Nous entendrons sa voix, ses propos teintés de sagesse, d'expérience, avec des métaphores inventives, toujours mues par un optimisme revigorant. Les rêves sont des messages qui nous donnent la mère terre. Toujours, il y a des personnes gentilles à qui on peut faire confiance. Il y a des personnes qui vraiment apparaissent dans notre vie pour nous aider. Il y a des gens qui, ça leur fait du bien d'aider. Aude a mené les entretiens, offrant aux jeunes la possibilité de libérer leurs paroles pour évoquer leurs rêves, leurs envies. C'est quoi ton rêve? Tu es d'accord de nous le partager? Les aspirations de l'enfant sont souvent les mêmes au départ. Mais comment évoluent-elles dans le cadre de la migration? Durant ces 4 jours, témoins privilégiés, nous avons pu entrer dans l'intimité des rêves de ces jeunes issus de la migration. Nous avons partagé des moments chaleureux, des rires. Ah, ce serait drôle, hein. Se rêver tous ensemble. Des moments légers. Un autre toilette chez moi, si je n'ai que un, et tous les matins c'est vraiment bien. Des moments de profonde empathie. C'est pas moi qui a décidé de quitter le pays. Nous sommes impatients de partager le fruit de ces confidences par l'intermédiaire de ce podcast. Des rêves de leur bagage, 4 épisodes d'une quinzaine de minutes chacun. Épisode 1, les rêves pour le futur. Nous avons commencé par demander aux jeunes leurs rêves pour le futur. Comment voient-ils la société dans 50 ans? Mal parti. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui ou qui sont déjà arrivées, que les conséquences elles arrivent petit à petit. Donc dans 50 ans, je crois qu'il y aura pas mal de conséquences. Puis ça sera un peu aux jeunes d'aujourd'hui de gérer ça. Et ce qui me fait très peur en disant ça à haute voix en fait. Oula. C'est maintenant qu'on construit la tête en fait, pour affronter tout ça. Et je sais pas si on l'a construit d'une bonne façon, c'est pour ça que ça me fait peur. Moi je pense qu'on va plus utiliser le téléphone et tout ça. Après ça va nous aider, mais peut-être ça va prendre tout le travail, donc je sais pas. Pour moi, nous devons changer notre habitude de vivre. Utilisons moins de technologies. Tu vois, il y a beaucoup de déchets dans le monde. C'est à cause de nous. Ce qui me frappe quand on réécoute les entretiens, tu leur as bien demandé quels étaient leurs rêves pour dans 50 ans. Ils ont répondu leur peur. J'avais prévu de commencer les entretiens avec quelque chose de facile, comme leurs rêves pour le futur.
Pas des rêves personnels, mais leurs envies de société. Et la discussion a rapidement tourné autour des craintes, notamment la place de la technologie, les smartphones, les réseaux sociaux. Je sais pas, soit ils sont très lucides, soit ils sont très accablés par les injonctions des adultes. Injonctions des adultes? Il me semble que j'entends les adultes leur dire « Nous, on a fait tout faux. On vous laisse avec une terre qui va mal. Mais vous, vous êtes forts. On vous fait confiance. Vous allez faire mieux que nous. » Ça peut sembler positif, mais c'est une sacrée pression. Et je pense que ça fait que les jeunes ont de la peine à se projeter dans l'avenir et à avoir envie du futur. Avec leur parcours de migration, la pression est peut-être encore plus forte. Tu as voulu rebondir en leur demandant s'ils pensaient que dans 50 ans, on aurait pu adapter les technologies, progrès grâce auxquels on réussirait à freiner le changement climatique. Voici ce qu'ils ont répondu. Je pense pas. L'humanité ne peut pas contrôler ça et c'est à cause de nous que tout ça se passe. Nous, on doit changer quelque chose dans notre cerveau, penser à faire quelque chose. Moi, c'est de changer maintenant parce que après ce qui va nous arriver, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Pour moi, ce sera difficile pour tout le monde. C'est maintenant que nous devons changer l'habitude, faisons de nouvelles choses, des aventures pour l'avenir. C'est faire de nature, faire de l'agriculture, utiliser moins de technologie pour moi. C'est ça. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de distraction et envie d'être distrait qu'envie d'apprendre, je trouve. Et du coup, je sais pas, j'ai une opinion un peu... C'est vraiment, j'ai 91 ans en fait. C'est TikTok, c'est mauvais et puis on perd beaucoup de temps sur notre téléphone. C'est ça. Moi, j'ai un peu peur parce que déjà, il y a des changements de climat, il y a beaucoup de guerres, il y a des maladies ou je sais pas quoi, et des technologies. Ça progresse. Peut-être que ça peut nous aider, mais au contraire aussi. Ça peut détruire la Terre, l'humanité, je sais pas. On entend des doutes, des hésitations qui pourraient t'amener à vouloir agir. Et du coup, on entend aussi une grande culpabilité face au moment d'inaction. Moi, j'essaye de faire en sorte que mon temps il soit très utile, tout le temps. À force de voir un peu partout qu'on perd notre temps de façon un peu consciente et puis c'est pas grave. Ça... Et c'est perdre du temps au-delà de se reposer, je sais pas, même un week-end, tu passes 2 heures sur ton tel direct juste parce que t'es fatigué, et puis c'est samedi, tu veux rester juste dans ton lit. Puis c'est pas juste le week-end, c'est samedi, dimanche, et puis lundi tout le matin et tout le soir, et puis tu continues. Je pense que l'être humain, il va toujours s'adapter. On a encore le temps pour développer quelques idées pour changer un peu la mentalité par rapport à ça. Je pense que c'est tout à fait normal d'avoir peur comme ça. On doit aussi évoluer et utiliser ce qu'on a. Alors, je pense que c'est bien d'utiliser la technologie, ça va aussi développer beaucoup de choses qui pourraient nous aider par rapport au climat, par rapport à tout ce contact. Par exemple, j'utilise mon appel pour parler aux gens qui sont à Tokyo. Alors je pense que c'est une belle façon de se connecter aux gens que tu ne pourrais jamais se connecter si tu n'avais pas la technologie au soir. Et je pense que c'est comme ça, on va s'adapter. C'est juste un moment de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et si on, par exemple, si on a la mentalité de toujours se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on va faire, ça pourrait changer, ça pourrait clencher quelque chose, ça pourrait donner une idée. Je pense que rester juste dans son coin sans rien faire, sans juste s'éloigner de tout et essayer de faire des choses d'avant, je pense que c'est pas la meilleure façon de faire face à toutes ces choses. Je pense bien de garder tout ça, de bien analyser toutes ces choses et essayer de trouver un moyen de rassembler les deux ensemble et après trouver une idée qui pourrait être géniale. Moi, je suis optimiste. La voix de Marissa Cornero, artiste plasticienne et écrivaine. Avant, si on était différent, si on pensait autrement, bien sûr, c'était pas bien vu.
Et maintenant, il y a une réaction, il y a une partie du monde qui dit non, il ne faut pas changer. Il y a une ouverture de la conscience. Et la majorité est en train d'avoir plus d'ouverture vers les autres qui sont différents. Et si on apprend à accepter les autres et à dialoguer avec les autres, à trouver des solutions avec les autres, je pense qu'on va s'adapter au changement. C'était un changement nécessaire, qui fait peur, mais aujourd'hui, on doit vraiment discuter avec les autres et écouter tous les gens qui veulent faire le mieux. Si on les entend, on va arriver à trouver les solutions. Marissa parle du lien avec les autres, de l'ouverture à la différence, de la richesse qu'on peut s'amener les uns aux autres. Elle va très loin en y voyant la solution pour l'avenir qui sera dans la qualité des liens noués. Dans cette veine, nous avons demandé aux jeunes s'ils s'imaginaient fonder une famille. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien avoir une famille. Mais pour moi, la famille, c'est très important. Pour moi, c'est important que la famille soit unis ensemble, qui se parlent, même s'ils sont loin, avec des coutumes différentes. Pour moi, c'est très important de garder un contact avec sa famille. J'aimerais pas divorcer. On va aller comme ça. Je sais pas si je vais avoir un gamin. J'aime beaucoup avoir des grosses familles pour... je sais pas, si on va faire un truc ensemble, on fait un truc ensemble à plusieurs. Ou... L'idée d'avoir une grosse famille, ça me plaît beaucoup. Mais alors, tout le travail, la gestion qu'il y a derrière, ça me fait très peur. Donc c'est... je travaille ça dans ma tête pour le futur. Nos jeunes n'ont en tout cas pas envie de vivre trop seuls dans ce futur. Ils ont plutôt l'air d'avoir besoin de stabilité. Pour conclure cet épisode, nous avons laissé une nouvelle fois la parole à Marissa. Je crois vraiment aux rêves et que les rêves sont des messages qui nous donnent la mère terre pour qu'on soit plus en équilibre avec notre entourage. Et donc les gens vont avoir un rêve et dire « Ah, aujourd'hui je vais par exemple m'occuper de mon jardin et après je vais travailler à telle heure là et après mon voisin il a besoin d'aide, je vais avec un voisin, je dois le téléphoner, peut-être il faut aider les gens qui sont autour de moi. » J'espère qu'on va être plus dans un moment de télépathie et bienveillance pour être où on est. Donc il faut travailler, mais aussi il faut s'occuper de ce qui est autour de nous. Avoir un potager, dessiner, produire quelque chose, mais entraide. Que pas chacun doit faire des tâches pour quelqu'un qui est loin, mais qu'on fasse des tâches pour ce qui est autour de nous. J'espère. Plus d'entraide. Voilà les rêves avec lesquels nous concluons ce premier épisode de notre podcast « Des rêves dans leur bagage ». Dans l'épisode 2, nous découvrirons les rêves et envies de nos jeunes dans la Suisse d'aujourd'hui. Les épisodes 3 et 4 nous permettront de remonter jusqu'avant leur migration. Des rêves dans leur bagage. Faire un bon montage de tout ça. Si on a une... Et dans la montagne. Et dans la montagne. Moi, c'est changer le monde. Moi, je peux participer si vous voulez. Des rêves dans leur bagage. Vivre dans la montagne. Parler l'allemand. À tout de suite. Je veux étudier et faire un bon travail, c'est tout, je pense. Mon rêve, c'est d'avoir mon travail et de vivre en paix. Mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant en Suisse et aider des gens dans mon pays qui ont besoin d'études, qui n'ont pas d'opportunités. C'est mon rêve. Moi, c'est changer le monde. Des rêves dans leur bagage. Épisode 2. Les rêves pour le présent. Je ne veux pas aller à l'école pour être un maçon ou un cuisinier ou peintre. Moi, je ne veux pas ça. C'est quoi ton rêve? Tu es d'accord de me le partager? C'est être un médecin. Après les rêves pour le futur de l'épisode 1, nous avons demandé aux jeunes leurs rêves et leurs envies dans la Suisse d'aujourd'hui en ce qui concerne l'école, la formation, le travail. Et comme dans l'épisode 1, les jeunes ont rapidement parlé des obstacles qui obstruent ces rêves. Je trouve qu'en Suisse, on a des portes ouvertes. Bon, des portes ouvertes un peu cachées, mais si on cherche bien, on les trouve pour justement faire des études qu'on veut. Là, j'ai fini mon gymnase. Je veux faire une passerelle pour refaire mon gymnase et avoir un meilleur certificat.
mon chemin, il est pas tracé. Donc je vois pas un métier, je vois pas vraiment une case à remplir dans le futur proche comme ça. Moi, je vois plutôt essayer d'aller le plus loin possible dans ce que j'aime bien, donc dans les sciences. Et puis ensuite, quand je serai au sommet de ma capacité académique, on va dire comme ça, là, je regarde les options que j'ai. Et puis j'ai choisi un truc qui me fait plaisir aussi là-dedans. C'est pas facile parce que dans mon cas, je sais pas si je peux rester ou je peux partir. Ta maman, elle travaille, elle fait en même temps des études, elle vient pour tes études à toi et la Suisse lui permet pas de rester. De base, elle voulait que je fasse des études ici en Suisse. J'ai fait 1 an de classe d'accueil et une partie de la 9e VP et la 10e VP. Moi, je voulais faire mes études ici en Suisse. Là, par exemple, elle voulait faire un master, mais ils n'ont pas validé son diplôme, donc elle a dû refaire, genre pas tout le gymnase, mais une partie. Sans accorder de permis étudiant pour pouvoir être ici. À la fin, ils ont refusé. On peut pas rester, ils ont refusé parce que ils ont dit qu'ils ne voient pas l'intention de ma mère de partir. Genre, ils pensent qu'ils veulent rester en Suisse. De base, ils donnent les permis aux étrangers, mais ils veulent s'assurer qu'ils vont partir. Et du coup, ils ont pensé qu'on allait rester parce qu'il y a ma tante qui habite ici. Je sais pas, mais en fait, c'est bizarre. Avoir le permis pour pouvoir partir, c'est un peu... Je sais pas, je comprends pas. Les autres, vous avez déjà entendu ça? Oui. On donne le permis de rester en Suisse si vous nous garantissez que vous allez repartir. Je pense que la Suisse veut garder que l'adolescent qui peuvent travailler après. Pas notre parent, que nous. Parce qu'après, on peut travailler pour la Suisse. En même temps, je comprends parce que je trouve que la Suisse, elle a un peu peur des étrangers. Mais c'est normal, je pense, dans tous les pays parce qu'ils pensent que c'est à cause des étrangers qu'il y a tous les problèmes dans les pays. C'est pour ça qu'ils veulent s'assurer si on veut partir. Je trouve que la Suisse, elle veut pas des gens qui sont au chômage. Témoignages intenses et contrastés. Au début, on parle de portes ouvertes, un peu cachées en effet. Et juste après, on comprend que les rêves peuvent parfois être confinés dans un véritable dédale, les empêchant d'éclore. Les jeunes présents expriment une stupéfaction et une colère bien compréhensible. Le pays d'accueil semble à la fois ouvert et sélectif. Par l'école, les jeunes sont vite baignés dans le français, avec une grande différence d'opportunités entre eux et leurs parents. Ils se font des amis, s'enracinent et démontrent une grande capacité de résilience. Une résilience telle qu'ils vont jusqu'à comprendre les injustices qu'ils subissent. Ce sont en effet surtout les parents des jeunes qui ont des compétences qui ne sont pas reconnues et qui doivent faire des travaux qui ne les valorisent pas. Les rêves des migrants sont vite confrontés à ceux du pays d'accueil. Et il y a disproportion dans la réalisation de ceux des seconds par rapport à ceux des premiers. Ce qui est problématique, c'est les diplômes. Parce que, par exemple, notre maman, au Brésil, elle avait des diplômes en esthétique et en massothérapie. Puis quand elle arrive en Suisse, il n'y a pas moyen de faire valider ses diplômes. Donc, elle doit tout refaire. Mais pour tout refaire, il faut apprendre le français. Pour apprendre le français à son âge, c'est 20 fois plus compliqué qu'à notre âge. Ça met des bâtons dans les roues. Et c'est à chaque fois qu'elle fait, il y a un nouveau problème qu'il faut résoudre. À force de trouver des problèmes, on est un peu guidé dans un sens, on va tous un peu dans ce sens où on prend des travaux qui ne sont pas vraiment nos rêves ou ce qu'on a envie de faire, mais qui, c'est un peu ça, il y a de la place, c'est parce que personne ne veut faire ça, et puis nous on finit dans cet endroit, à force de trouver des obstacles où on veut aller. C'est intéressant d'entendre la même voix vanter avec fougue les portes possibles en début de podcast, puis décrire avec beaucoup moins d'enthousiasme les obstacles sur le chemin, notamment au niveau de la langue et de la reconnaissance des diplômes. La Suisse exige assez rapidement un niveau élevé de langue dans une des langues du pays, sauf pour les hauts diplômés qui peuvent faire leur vie en anglais. Les jeunes, qui sont beaucoup plus vite et plus efficacement immergés que leurs parents, se retrouvent donc en décalage, en avance sur leurs parents. Le risque, c'est l'inversion des rôles, avec un sentiment de sacrifice de la première génération au profit de la seconde.
Est-ce que ça n'est pas trop lourd à porter ? Nous avons vu dans l'épisode 1 que cette génération porte déjà les désillusions des adultes quant aux défis structurels du monde. Nous constatons ici que les jeunes issus de la migration portent en plus le poids des écueils rencontrés par leurs parents. En tant que membres de la société d'accueil, toi, moi, nous pouvons nous demander si ceux-ci sont bien justifiés et tous nécessaires. Naguère, on pouvait passer les examens théoriques du permis de conduire dans plusieurs langues. Outre les langues nationales, on pouvait passer son permis en anglais, espagnol, portugais, serbo-croate, turc et albanais. En faisant des recherches documentaires pour ce podcast, j'ai été stupéfié d'apprendre que cette pratique s'était étiolée depuis une vingtaine d'années. Maintenant, les cantons suisses exigent de passer son examen théorique en allemand, en français ou en italien. Certains cantons tolèrent encore l'anglais, mais ça réduit sérieusement le champ des possibles. Avec l'essor des technologies actuelles, on pourrait imaginer un goal-avérage plus grand entre le moment où on reconnaîtrait les compétences professionnelles ou sociales du migrant et celui où on exigerait qu'il connaisse la langue, optimisant ainsi ses opportunités. L'immense, l'exceptionnel brassage de population en Suisse, comparable à celui de la Belgique ou du Canada, nécessiterait un ajustement de la réelle politique. Les rêves des uns ne devraient pas se réaliser sur le dos de ceux des autres. L'exil. La voix de Marisa Cornero, artiste plasticienne et écrivaine, lisant un extrait de son récit intime, L'Empreinte, paru aux éditions Art et Fiction en 2023. L'exil, c'était avoir une mère et un père qui paraissaient idiots dans la mesure où ils ne parlaient pas la langue de l'endroit où nous vivions et qui déprimaient ou avaient des angoisses face à des simples tâches. Je veux améliorer mon français. Je prends des cours de logopédie seulement pour améliorer mon français. Et un cousin il dit oui, je crois que tu vas réussir cette année. Même temps que je vois dans un cours d'orientatrice, elle me dit oui, si tu ne prends pas, c'est à cause de ton français. Mais l'année passée, elle m'a dit si je fais cousine, il va me prendre. Cette année, elle me prend même jusqu'où, c'est à cause de mon français. Et j'ai fait des examens. J'ai allé jusqu'à B1, A2, B1, B1, 2, comme ça. Et j'ai accepté de faire les examens, tout qui me dit, mais j'ai réussi mes examens. Et il m'a dit, mon cousin, déjà, quand il m'a envoyé à Kofo, il m'a dit, mon niveau du français va me prendre parce qu'il prend les gens tous avec certain niveau. Mais il ne me prend pas, mais il m'utilisait à aller faire stage pendant 3 semaines, presque un mois. L'exil, c'était être toujours un nouvel arrivant, avec des multiples handicaps, à qui il fallait toujours tout expliquer en partant de zéro, pendant que les autres l'observaient. L'exil comme un handicap. Avoir des parents qui avaient l'air idiots. Être soi-même déconsidéré parce que la langue croche. Et ne pas déprimer ni baisser les bras. Voilà assez bien résumé les défis auxquels sont confrontés nos jeunes participants. Il y a la langue d'ici que les migrants doivent apprendre et les langues d'origine que les jeunes connaissent et qu'on leur demande parfois d'utiliser. Quand j'allais, j'ai oublié quelle crèche que j'allais aller, j'ai un enfant qui parle espagnol, qui parle avec, qui ne comprend pas. La maman est venue, il m'appelle pour traduire, pour aider. Et j'ai traduit, j'avais vu. C'est bien aussi parce que déjà, le portugais, je parle langue, je parle avec tout le monde. Des fois, je dis je parle pas, mais je parle parce que j'ai déjà allé à l'école de mon pays, c'est langue je parle. Et je parle espagnol, et je comprends le français, pas tout à fait. Mais des fois, je traduis dans les crèches portugais, français, espagnol. Et même si je traduis, pas opportunité, je peux tourner à la crèche, mais en fait, je dois continuer encore l'école, faire encore des stages encore. Et j'avais fait beaucoup de stages. On voit que ces compétences non scolaires sont difficilement évaluées par les employeurs potentiels. Pourtant, la question des langues est très importante. Et si, avant de venir, ces jeunes ne rêvaient pas forcément d'être polyglottes, la migration, les étapes de leur parcours, le passage en classe d'accueil, les copains d'autres origines, les ont rendus extrêmement ouverts et intéressés, capables de rêver en plusieurs langues. Laissons Marisa conclure cet épisode 2
du podcast Des rêves dans leur bagage. Tout ce que vous êtes en train de faire jeune, tout ce travail que fait votre cerveau et système nerveux pour intégrer de nouvelles langues, c'est comme faire de la gym. Donc ça va rester. Et ça va vous donner beaucoup de plasticité mentale. Vous pourrez penser de différents points de vue les choses. Pas avoir une pensée unique, ah c'est comme ça finit comme ça. Donc tout ce que c'est apprendre des langues, même si on va les oublier, il ne faut pas avoir peur. Et elles vont rester quelque part inscrites, je pense. Vous devenez des ambassadeurs de votre pays dans des autres lieux. Vous pouvez parler pour des gens qui ne peuvent pas parler. Vous pouvez dire des choses que des autres gens ne pourront pas dire. Vous allez pouvoir les dire. C'est une responsabilité et c'est une richesse. Et les gens vont aimer ça parce que la curiosité de l'humain est importante. C'est ce qui nous maintient vivants et jeunes. Donc si on continue à transmettre des choses que les autres ne peuvent pas dire, tu trouves des autres personnes intéressées à écouter ton point de vue ou connaître ta culture ou connaître des autres formes de vie. Donc c'est un super beau effort quand on est jeune de ne pas mépriser aucune langue. Toutes les langues sont importantes également. Je ne vais pas aller à l'école pour être un maçon ou un cuisinier ou peintre. Je ne veux pas ça. Je vais être un médecin. Des rêves dans leur bagage. Faire un bon montage de tout ça. C'est en allemand. Et dans la montagne. Et dans la montagne. Moi, c'est changer le monde. Moi, je peux participer si vous voulez. Rendez-vous dans l'épisode 3 où nous ferons un retour en arrière, à savoir ce qui était projeté pour l'avenir quand ils ont su qu'ils partiraient. Beaucoup de témoignages de rêves contrariés et parfois carrément à l'opposé des rêves. C'est pas moi qui ai décidé de quitter le pays. Vivre dans la montagne. Des rêves dans leur bagage. Parler l'allemand. Pas tout de suite. Je veux étudier et faire un bon travail, c'est tout, je pense. Mon rêve, c'est d'avoir mon travail et de vivre en paix. Mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant en Suisse et aider des gens dans mon pays qui ont besoin d'études, qui n'ont pas d'opportunités. C'est mon rêve. Moi, c'est changer le monde. Des rêves dans leur bagage. Épisode 3, les rêves d'alors. Après l'épisode 2, concernant les rêves dans la Suisse d'aujourd'hui, nous avons fait un petit retour en arrière. Nous avons demandé aux jeunes ce qu'ils avaient projeté pour l'avenir, pour cette nouvelle vie, quand ils ont su qu'ils partiraient. Les témoignages se sont avérés fort contrastés. Les raisons pour lesquelles les migrants quittent leur pays pouvant être très différentes. Là aussi, nous leur avons demandé leurs rêves et ils ont répondu avec beaucoup de nuances, parlant surtout des circonstances du départ. Dès qu'on m'a dit qu'on allait changer de pays et puis que ça allait être la Suisse, je me suis dit, ok, il y a plus d'opportunités, c'est ce qu'on dit. Et puis s'il y a des opportunités, ça veut dire qu'il faut travailler pour les avoir. Donc je suis plutôt venu avec une mentalité de, ok, là c'est mieux, mais c'est mieux si on travaille beaucoup pour réussir à avoir le niveau pour choper ces opportunités. Donc tu étais optimiste mais conscient que ça voulait dire un investissement. Voilà. J'étais content et triste à la fois. Je pensais que déjà on allait pouvoir venir ici parce qu'on avait déjà de la famille et on était déjà venus. Donc il y avait déjà des discussions, c'était pas une surprise du jour au lendemain. Mon père il est là depuis 1987, qu'il était en Portugal. Ça fait longtemps, avant que je suis né. J'avais toujours cet espoir de venir ici en Europe. En fait, depuis ta naissance, tu es programmé pour que tes rêves soient ici, un petit peu. Oui, c'est ça. Ouais. Tu avais imaginé si ça ne se réalisait pas, ta vie qui resterait en Afrique? C'était quelque chose de possible pour toi? Je peux le réaliser aussi, quand même. Même si je ne suis pas venu ici, je vais faire quelque chose. Oui.
Du coup, tu as pu faire ta valise. Je pose un peu la même question. Tu as pris des choses Moi, j'ai pris inutiles. une chose, c'est un bonnet que quand j'étais petit, que ma mère m'a acheté. Je l'ai pris et j'ai ramené avec moi. C'est juste ça que j'ai amené. Il y a des migrations anticipées dans lesquelles les jeunes ont eu le temps de se projeter. Et il y en a d'autres, nous l'entendons dans le témoignage suivant, imposées par l'extérieur, qui ne laissent pas le choix. Ni moi, ni mes parents. On ne savait même pas quand on va partir. On n'a même pas pris des affaires. J'ai rien pris. Qu'un petit sac et c'est tout. Après on est parti. En plus c'était en hiver. Donc j'avais un petit sac. Le chien avec moi. Et ma veste. Et c'est tout. Donc après on est parti et on a laissé tout là-bas. Et quand tu es partie, tu pensais partir pour très peu de temps? Tout le monde pensait comme ça. Parce que pour nous, un pays qui était toujours avec nous, toujours à côté, c'était un peu bizarre qu'il y ait la guerre avec. Donc on a pensé que ça va finir vite. Et maintenant, tu penses que tu peux peut-être retourner chercher des affaires ou bien retourner vivre? J'ai pris quelques trucs quand je suis venue à Kiev. Ah, tu as pu retourner et Oui. faire... Ouais. Si c'est pas trop intime, qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris un eau de toilette. J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris encore? Des trucs de maquillage. un petit trousse. Et quelques t-shirts, je pense. Plus j'ai acheté des trucs là-bas. Donc, pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Plus des choses du quotidien. Ouais. Qui te faisaient être un peu celle que tu étais avant de partir. Certaines migrations sont des choix qui sont imposés aux jeunes, sans lui laisser à lui d'autres possibilités. Nous avons été très émus par le récit qui vient et avons décidé pour ce podcast de le laisser complet, brut, avec les réactions spontanées des autres participants. Je n'ai pas eu le choix. C'est pas moi qui ai décidé de quitter le pays. Quand il y a eu la guerre entre moi et le mari de ma mère, il y avait mon oncle aussi qui, quand il a entendu le bruit, il est venu. Lui aussi s'était sur le mari de ma mère. Et boum, c'est explosé, c'est devenu maintenant une guerre familiale entre les familles. Et à ce temps, j'étais évanoui. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai resté une semaine là-bas. Et après, mon oncle m'a venu. Après, il m'a dit que je dois l'accompagner au Mali. Pour moi, c'était pour me soigner ou pour que lui il se soigne. Donc on est venu au Mali, on est resté pas trop longtemps. Et après, il m'a dit on doit aller en Algérie. J'ai dit mais comment ça? Tu m'as dit de t'accompagner là et pour me dire aussi on doit aller à Mali. Et ma mère était d'accord avec lui. C'est pour cela qu'il ne voulait pas me dire ça. J'ai dit non, je ne peux pas aller. Et après, il a appelé ma mère, je discutais entre eux, il m'a passé le téléphone, j'ai discuté avec ma mère. En fait, je n'ai pas eu le choix. On a parti en Algérie, après on a débarqué à Tunisie. Il y a eu aussi une guerre en Tunisie là-bas, surtout contre les Noirs. Ils rentraient dans les maisons, dans les appartements, là où se trouvent des Noirs. Ils frappaient, ils agressaient, tout ça. C'est là-bas que je me suis séparé avec mon oncle. Il m'a dit d'aller chez un ami. On avait parti là-bas une fois. Donc, je me souvenais de la route. Après moi, je suis parti, je l'ai laissé là-bas. Je suis parti, c'est son ami. Quand j'ai tapé à sa porte, il
croyais que, voilà, parce que c'était vers les minuit, 0 et 1 heure. Lui aussi, il a eu peur. Il ne voulait pas ouvrir. Et c'est quand j'ai dit mon nom, c'est moi. Après, directement, il a parlé de nom de mon nom qu'il m'a ouvert le portail. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est là à cette heure. Je l'ai expliqué, il m'a demandé où se trouve mon nom. Il dit on s'est séparés, je ne sais pas où il est. Voilà, lui aussi, il m'a transféré à 35 km de Fax, la deuxième capitale de Tunisie. Il a des contacts. Il a appelé un taxi, je suis parti. On m'a fait rentrer dans un cours, il y avait beaucoup de monde là-bas. J'ai resté là-bas 1 semaine. À ce moment, je n'avais pas de téléphone. J'ai demandé à l'ami de mon oncle s'il a des nouvelles de mon oncle, tout ça. Il m'a dit non, il n'a pas de nouvelles. Et bon, un jour, matin, je vois des camions qui venaient. Les camions sont rentrés dans le cours. Et après, ils ont commencé à choisir les gens de monter sur les camions. Après, ils ont monté. Après, il m'a dit aussi de monter. J'étais paniqué. J'avais tellement peur. Mais je n'avais pas le choix. C'est la seule personne aussi que je connaissais là-bas. Du coup, j'ai monté. Et après, dans l'autre camion, il y avait des bateaux, des petits bateaux. Après, on est venu jusqu'au bord de la plage. Ils nous ont demandé de descendre. On est tous descendus. Ils ont descendu aussi ces 2 bateaux qui se trouvaient de l'autre camion. Là, je me demande de monter sur le bateau et moi je voyais la mer comme ça. Moi je dis non, je ne peux pas monter. J'ai commencé à pleurer. Ils m'ont attrapé et ils m'ont fait monter sur le bateau. Et c'est comme ça. Ils ont allumé le bateau, c'est comme ça que je suis venu. En plus, sur ça, on a fait des naufrages. On était presque arrivé à la zone internationale d'Italie. C'est là-bas qu'on a fait le naufrage. Le bateau s'est renversé. Heureusement, on avait des sambrières de moto ou sambrières de voiture. Chambre à air. Voilà, chambre à air. On avait ça. Et après, quand le bateau s'est renversé, nous qui ont eu de la chance de se attacher les mains comme ça et comme ça, on s'est regroupés. Parce qu'avec le sambrier, si vous êtes regroupés, c'est là-bas que j'ai appris ça, et vous n'allez pas couler. Voilà. Et après, heureusement, il y avait des pêcheurs. Il y avait des pêcheurs qui rôdaient. Après, ils ont venu nous porter secours, mais ils ne pouvaient pas nous faire monter sur leur bateau. C'est juste, ils ont jeté une corde, on a attrapé la corde et ils ont appelé le Croix-Rouge italien. Après, les Croix-Rouges sont venus et nous ont porté secours. C'était pas des rêves, hein. C'était plutôt un cauchemar. Non, pas ça, c'est pas un rêve. C'est la vraie vie. Ouais. Et t'avais quel âge? À ce moment, oui. J'avais 16-17 ans. Et depuis l'Italie, tu es arrivé en Suisse. Tu es remonté, quoi. Ouais. En suivant un peu les autres. Voilà, c'est un peu comme ça. Parce qu'en Italie aussi, c'est un frère guinéen. Voilà, lui aussi, c'est un peu. C'est lui qui m'a dit,
on ne peut pas rester là, ici. Parce qu'en Italie, moi, je n'avais pas où dormir. J'ai dormi sur la natte comme ça. Dans toutes les places étaient occupées. C'était dur là-bas, très dur. Et après, lui, il m'a dit qu'on peut aller en Allemagne. Et je l'ai suivi. On est venu jusqu'en Suisse, à Locarno. Il m'a dit de l'attendre là-bas. Et il revient. Il n'a pas revu. Jusqu'à présent. Tu le cherches? Non, lui, je ne le cherche pas, franchement. Mais mon oncle, oui. Oui. Ton oncle avait le projet de venir en Europe? Oui, je crois, parce que c'est lui qui a eu cette idée de me faire quitter là-bas et voilà, jusqu'à ici, en Tunisie, je crois qu'il avait cette idée. Tu as des moyens pour le chercher? En fait, à la Croix-Rouge ou... Quand je suis venu, j'ai parlé à Evan. Au début, on avait commencé à faire des recherches, mais on n'a pas trouvé. Et pour l'instant, c'est calmé. Tu as toujours un contact avec ta maman ou pas du tout? Oui, ma maman, j'ai contact avec elle, mais pas un contact direct. Voilà. Et il faut que j'appelle soit un ami, et après, lui, il va la passer le téléphone. Ton oncle, il a aussi... Il a disparu aussi pour ta famille, pour ta maman. Ouais, parce que même ma mère ils n'ont aucune nouvelle de lui. On sait que ces parcours par la Méditerranée sont dangereux et qu'il y a des deuils que tout le monde n'arrive pas à traverser, mais d'entendre qu'en plus tu n'avais pas envie de le faire, c'est très... Enfin, en tout cas, moi, ça me surprend beaucoup. Parce qu'on s'est dit, moi, que normalement, les personnes qui font ça, ils prennent un risque, mais ils le veulent. Après, d'entendre que toi, tu n'avais aucune volonté de partir et que tu te retrouves pris dans tout ça, et on sait que même maintenant que tu es en Suisse, le parcours il n'est pas facile. Il n'y a plus de mer à traverser, mais l'accueil c'est moyen. Donc, ouais, c'est touchant. C'est un peu ça, ce qu'on pense tous. Laissons Marisa Cornejo mettre un peu de baume sur nos tristesses pour conclure cet épisode 3 particulièrement chargé en émotions. Effectivement, il y a des choses très difficiles, mais toujours il y a des personnes gentilles à qui on peut faire confiance. Il y a des personnes qui vraiment apparaissent dans notre vie pour nous aider. Il y a des gens qui, ça leur fait du bien d'aider et on le sent. Le prochain épisode, le 4e, sera le dernier de ce podcast. On parlera des rêves, de quand ils étaient petits, des moments qui leur procuraient le plus de joie, de ceux qu'ils n'ont pas pu emporter dans leur bagage et qui leur manquent, maintenant qu'ils vivent en Suisse. Nous conclurons notre podcast. Des rêves dans leur bagage. Faire un bon montage de tout ça. C'est en allemand. Et dans la montagne. Et dans la montagne. Moi, c'est changer le monde. Je peux participer si vous voulez. Des rêves dans leur bagage. Vivre dans la montagne. Parler allemand. À tout de suite.
Je veux étudier et faire un bon travail, c'est tout, je pense. Mon rêve, c'est d'avoir mon travail et de vivre en paix. Mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant en Suisse et aider des gens dans mon pays qui ont besoin d'études, qui n'ont pas d'opportunités. C'est mon rêve. Moi, c'est changer le monde. Des rêves dans leur bagage, épisode 4, les rêves de quand ils étaient petits. Notre podcast remonte le temps. Après avoir parlé des rêves pour le futur dans le premier épisode, nous avons traité dans le deuxième de ceux du présent, aujourd'hui en Suisse, et nous sommes remontés, avec le troisième épisode, au moment charnière de la migration. Cet épisode 4, le dernier de la série, nous fait remonter encore un peu plus loin, au moment des rêves de l'enfance. Nous avons commencé par demander aux jeunes quels étaient leurs rêves de métier quand ils étaient petits. Quand j'avais 10 ans, je voulais vraiment être pompier. J'adorais la couleur rouge et tout ça. Moi aussi, je voulais être pompière, mais j'avais 3-4 ans. Et après, quand j'étais à l'école primaire, je voulais être vétérinaire parce que j'aime bien les animaux. Et je voulais être policier aussi, parce que ça m'intéressait beaucoup. Je voulais être infirmière, et après journaliste, et après chanteuse, actrice. Et je voulais aussi être danseuse. Quand j'étais petite, je voulais travailler les sciences, dans la chimie un peu. Et maintenant, j'aimerais être plutôt architecte, parce que moi, j'aime bien faire des maisons. Et aussi, j'aime bien les maths. Dans les écoles primaires, je voulais être comptable parce que j'aimais tellement les chiffres. J'accompagnais aussi un de mes oncles là-bas dans son bureau et j'ai trop aimé. Et après ça aussi, j'aime beaucoup être conducteur de poids lourds pour voyager dans des pays différents. Maintenant, je me vois surtout plus dans la production agricole, agrotechnicien. Président, par exemple, donner chacun son droit. Vouloir être président pour donner à chacun son droit. Mais aussi rêver de voyager, être pompier, chimiste ou actrice célèbre. Impossible de connaître le lieu de naissance d'un enfant sur la base de cette réponse. Les rêves d'avant la migration sont les mêmes, dans leur joyeuse diversité, aux 4 coins du globe. Nous avons également demandé aux jeunes les moments qui leur procuraient le plus de joie. Moi, dans mon lit, les jours de mon anniversaire. Quand j'ai eu mon examen d'entrée en 7e année, j'avais toute la fierté de la famille et j'avais reçu plein de cadeaux. Ma mère, j'ai reçu mon premier vélo et c'est le même jour aussi. Je suis allé rentrer sur une voiture garée, je ne savais pas bien. Avec le vélo. Avec le vélo et après il aurait pris aussi, bloqué. Après ça, c'est quand on s'est cassé pour aller à la mer pour attraper des crabes. Avec nos amis, on s'est cassé pour aller là-bas attraper des crabes. Et après, on nageait aussi, mais après, nos yeux devenaient tout rouges. Et c'est ça qui nous dénonçait aux parents. Quand nous arrivons et regardaient nos yeux, voilà, tu es parti au marigot, tu es parti te nager après. Voilà. Moi, je pense que c'était le jour de mon anniversaire quand mes parents m'ont offert le chien. Moi, c'est la fête d'Eid. Quand on a fait des ramadan après, il y aura une fête. C'est ça, quand il y aura cette fête comme ça. Moi, j'aime beaucoup, ils vous achèteraient des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures. Quand quelques membres de ma famille se joignaient à nous. Et par exemple, mon frère qui habitait un peu loin aussi, j'étais content qu'il était là quelquefois aussi pour rigoler avec nous ou jouer avec nous. C'était sympa. Aussi des cousins, aussi des oncles, nos grands-parents. C'était assez chouette. Donc pour les fêtes, par exemple, nouvelle année aussi, donc pour Noël aussi, c'était vraiment sympa. Tout le monde était content aussi de les voir et aussi de passer du temps avec eux. Moi, je rappelle quand j'étais allée habiter dans un petit village avec mes grands-parents. Et chaque année, je passe Noël avec eux.
Et un an, et après j'ai un cousin, une cousine qui vient toutes les vacances de l'été, mais il ne vient pas lui passer les fêtes avec moi. Mais un an, il veut rester comme ça. Après j'ai vu sa maman avec elle et son arrivée. J'étais contente parce qu'il veut passer Noël. La maison n'est pas qu'enfant, j'étais contente, je ne voulais pas. C'était très bien passé. Anniversaire, diplôme, fêtes religieuses, les occasions de joie sont également un peu les mêmes partout. Peut-être remarque-t-on une importance particulière donnée aux liens familiaux, aux cousins-cousines restés au pays, avec lesquels les liens ont été distendus par la migration. Cette constatation nous a naturellement amenés à leur demander ce qui leur manquait le plus aujourd'hui, de leur pays d'origine, ce qu'ils n'avaient pas pu ou pas pensé à emporter dans leur bagage. J'ai pris aucune photo et nous, on était toutes les photos de mon enfance c'était plutôt sur le papier. Du coup, j'ai rien. Tout est resté au Brésil, sauf quelques albums. Mais là, j'avais déjà 12 ans. Le climat d'abord et mes amis d'enfance, et des plats traditionnels et ma mère. J'avais des photos. Ma mère, elle a des albums où je fais des photos. C'est ça qui me manque. J'aurais dû le prendre, mais je ne l'ai pas fait. La nourriture et ma famille, je pense. Il y a beaucoup de choses, la nourriture, qu'ici, il n'y a pas. Ça me manque. Mes amis, il me manque l'école aussi. Moi, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est elle. Et les fruits aussi, parce qu'en Guinée, on n'achète pas beaucoup de fruits. Parce que dans l'euro, par exemple, on va le prendre comme ça, on le mange. Ce qui me manque aussi beaucoup, c'est le melon. La pastèque du Brésil aussi, que c'est bien. La mangue aussi, que c'est très différent. Tous sont plus sucrés et il y a plus de jus dedans. Un peu la famille, plus mes frères et sœurs. C'est de monter dans des arbres, parce que quand j'étais petit, c'était facile. Et puis, j'avais des arbres chez moi. J'aimais beaucoup monter dans les manguiers et puis rester là-bas en train de manger et puis de voir... Et manger le fruit sans accueillir. Oui. Comme un oiseau. Ouais, après d'essayer. Lorsqu'on a toujours vécu en Suisse, on sait que le goût des abricots du supermarché n'est pas celui du verger de notre grand-mère. Mais on ne connaît pas le goût des fruits exotiques cueillis sur la branche. Et on ne pense pas forcément qu'il va manquer aux migrants qui l'ont connu. Les fruits juteux, l'absence de serre chauffante et de pesticides, le vrai goût des aliments manque beaucoup aux jeunes du monde qui font ici leurs courses dans les grandes enseignes alimentaires. On ignore souvent que de nombreux migrants quittent une situation confortable au pays d'origine. La plupart des jeunes interrogés dans ce podcast avaient des maisons avec jardin, fréquentaient des écoles de très bonne qualité, étaient entourés d'amis et de familles aimantes et présentes. S'ils sont reconnaissants de ce qu'ils trouvent ici, ils n'en sont pas moins endeuillés de ce qu'ils ont perdu. En parlant de ce qu'ils trouvent, nous leur avons demandé s'ils trouvaient les Suisses froids et distants, comme nous en avons la réputation. Nous leur avons demandé si, là d'où ils venaient, il y avait plus de solidarité, par exemple. Les gens en Ukraine sont plus froids. Au pays de l'Est, je pense que c'est un peu comme ça. Ça, c'est vrai. Quand la guerre a commencé, ça a changé un peu. On n'est pas si froid qu'on était. On n'est plus ensemble. La solidarité provoquée par la précarité. Ce témoignage rejoint celui de nombreuses personnes qui ont expérimenté la difficulté et qui tordent le cou à l'idée que nous serions, en tant qu'humains, d'abord égoïstes et individualistes. La réalité de l'expérience montre un profond sens du partage et de l'altruisme et une aspiration partagée au bien commun. Nous avons encore demandé aux jeunes ce qu'ils changeraient s'ils en avaient les moyens. Et si la première réponse qui a fusé nous a d'abord fait rigoler, elle rappelle que nous ne vivons pas tous dans les mêmes conditions. Un autre toilette chez moi, parce que je n'ai qu'un, et tous les matins c'est vraiment bien. Une deuxième, voire une troisième salle d'eau. Voilà un élément d'intimité qui différencie souvent les catégories de logements. Globalement, les jeunes sont plutôt reconnaissants de tout ce qu'ils trouvent en Suisse. Ce qui pose difficulté est commun aux indigènes. Manque de confort des appartements locatifs, coût de la vie élevé, assurance maladie et loyer en tête. Certains jeunes ont raconté les stages mal rémunérés,
les familles qui ont besoin de leur salaire d'apprenti, les difficultés financières lorsqu'il faut subvenir seul à ses propres besoins. L'argent récolté n'est donc pas toujours de l'argent de poche et la famille n'est pas toujours présente pour subvenir aux besoins. Nous l'avions déjà vu plus tôt, la migration affaiblit les parents. Leurs diplômes sont difficilement reconnus, leurs formations antérieures sont souvent mal adaptées. Il faut retrouver une place, réapprendre une langue, des us et coutumes, se refaire un réseau sans l'aide de celui resté au pays. Plusieurs familles sont éprouvées par le parcours de migration, les raisons du départ, le trajet, les obstacles rencontrés. De jeunes filles, qui n'ont pas souhaité témoigner en direct, ont raconté leur passage par la case-prison, aux portes de l'Europe, avant de pouvoir pénétrer dans la forteresse avec des parents cassés par le parcours, en dépression, souffrant de douleurs au dos, à la tête, dans l'impossibilité d'apprendre et de soutenir. Les rôles sont inversés. Ce ne sont plus des jeunes filles qui emmènent des rêves dans leurs bagages, mais des enfants qui sont les rêves des bagages de leurs parents. Elles portent le sens de la migration et elles découvrent l'école à 15 ans en classe d'accueil à Lausanne. Les jeunes qui ont participé à ce podcast ont en commun d'avoir transité par les classes d'accueil de la ville de Lausanne. Ces classes permettent aux élèves allophones de prioriser l'apprentissage du français avant de rejoindre les classes régulières. Elles sont un moment charnière important dans leur parcours d'intégration. Et comme toute expérience scolaire, elles ont des bons et des mauvais côtés. En classe d'accueil, c'est un peu compliqué avec les étrangers aussi, puisqu'ils n'ont pas les mêmes habitudes, alors tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent aussi. C'est un peu difficile d'avoir la connexion avec eux aussi, et ouais, des fois ils se moquent de nous quand même aussi, si on dit des choses faux et tout. Et j'ai aperçu que même les Suisses ici, ils sont vraiment très gentils. J'ai étudié au RAC, ils étaient vraiment bien, même si je n'avais pas la connexion avec eux. Par exemple, si je parlais avec eux, ils ne se moquaient pas, ils essayaient de dire des choses justes aussi. Par exemple, si je disais quelque chose de faux, ils disaient « Oh, c'est comme ça, c'est comme ça ». Et aussi à l'ERACOM, c'était, je pense que la meilleure classe que j'ai eue ici en Suisse, puisque c'était vraiment sympa, tout le monde était ensemble, même si j'étais loin, ils disaient « Ah, viens, se rapproche », et c'était vraiment quelque chose que je trouvais assez chaleureux. Donc finalement, c'est dans la classe d'accueil qu'il y a eu le moins de compréhension et d'aide et... Ouais, ça dépend, puisque ma première classe d'accueil ici, c'était bien, mais la deuxième, c'était un peu moins bien, puisqu'il y avait beaucoup de monde, plus qu'avant, et je pense que c'est ça. Il y a les petits groupes qui viennent d'un pays, ils se forment là-bas, et un autre ici, et un autre là. Et c'est un peu divisé quand même aussi. Il est intéressant d'entendre que les classes d'accueil peuvent être assez claniques, les anciens n'étant pas forcément bienveillants et ouverts avec les nouveaux. Il y a parfois, apparemment, plus de compréhension dans les classes régulières. Nous, en tant que Suisses, on imagine qu'il n'y aura pas de racisme dans les classes d'accueil puisque tous les élèves sont issus de la migration. La réalité semble autre. Souvent, on a l'impression de protéger les élèves en leur permettant d'être dans la classe d'accueil parce qu'on a peur que dans la classe régulière, il n'y ait pas de faveur, il n'y ait peut-être pas toujours de compréhension et de tolérance et que l'intégration sociale peut être plus difficile. Et c'est aussi des raisons pour lesquelles des enseignants parfois favorisent de rester en classe d'accueil. Je ne sais pas si c'est une fausse idée qu'ont les adultes, qu'il faut leur transmettre maintenant d'arrêter ça, d'arrêter de protéger, essayer de surprotéger, de prendre des décisions à la place. Je ne sais pas. Moi, je rêverais d'une école qui encourage, qui vous porte, qui vous pousse, qui vous donne des chances, qui croit en vous, pour que vous croyez aussi en vous. Oui. Une école qui peut-être au moment de l'inscription leur demanderait leurs rêves, pour qu'on sache vers quoi l'enfant a envie d'aller. Laissons Marissa Cornero conclure l'épisode 4, le dernier du podcast Des rêves dans leur bagage. L'artiste plasticienne et écrivaine s'adresse ici directement aux jeunes de Trama. Aujourd'hui, il y aura des enfants dans votre classe peut-être qui vont arriver nouveaux. Comment vous pouvez les aider à eux? Comment vous allez aider à les gens qui encore ont plus de difficultés? Vous ne pouvez pas tout faire, mais au moins vous ne donnez pas le dos.
pour les regarder et dire bonjour. Ne pas leur tourner le dos. Cette phrase de Marissa Cornero résume le but de ce podcast. Ne pas tourner le dos aux réalités des migrations. Écouter les migrants. Essayer de comprendre. Pendant 4 jours, nous avons partagé un bout de l'intimité de ces jeunes qui ont dû quitter leur pays. Permettons-leur de ne pas devoir leur tourner le dos et de pouvoir se construire avec ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont emmené de leur bagage, ce qu'ils ont à partager et à réaliser. Permettons-leur de réaliser leurs rêves et de continuer à rêver en grand. Des rêves dans leur bagage. Alors pour aujourd'hui, on va rester là. Ça a été pour vous? Merci beaucoup d'avoir partagé. Comment l'équipe de Bain Libre va transformer toutes ces grandes discussions en un podcast pour que les gens qui ne nous connaissent pas comprennent aussi de quoi.